Voilà, je voulais faire une dernière fois le point sur les applications de la dualité. On a déjà vu quelques petites applications, comme les polynômes interpolateurs de Lagrange, la formule de Taylor, les polynômes de Hilbert. Donc ça, c'était des applications de base. On va regarder un aperçu général de ces applications, même si ça va concerner des notions qu'on n'a pas encore attaquées dans le cours. Alors, allons-y. Euh, Polynôme interpolateur. Bon, d'abord, je vais commencer avec les polynômes, hein. Polynôme interpolateur de Lagrange. Donc en fait, ce sont des polynômes qui vont se voir comme... donc, on a des formes linéaires, donc des éléments du dual sur les polynômes, ce sont des évaluations, et on va regarder une base duale, si vous préférez dire antéduale, dite antéduale, de ces évaluations, hein, de ces formes, d'une base de forme linéaire. Et donc, le degré du polynôme choisi va dépendre du nombre de points qu'on a. Par exemple, on sait que par une droite, par deux points, passe une droite et une seule. Et, et ça veut dire que quand on a deux points distincts, et ben forcément, on sera optimal en degré 1. Et en général, quand on a n points distincts, on va être optimal en degré n-1. Alors maintenant, formule de Taylor polynomiale, bon voilà. Donc pareil, sauf qu'on prend l'évaluation en un petit a du corps et qu'on prend les dérivées successives du polynôme en a. Ça vous forme des éléments du dual et puis une base, on prend la base antéduale. Les polynômes de Hilbert, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'être en A, on va être en 0, et au lieu de prendre les dérivées successives, on fait une dérivée discrète, et ça permet de calculer des intégrales discrètes, puisqu'on prend des dérivées discrètes qui nous permettent les dérivées nous permettent de calculer des intégrales, ça on le sait, en prenant le chemin inverse exactement. Et bien là, pareil, la dérivée discrète va nous permettre d'obtenir une intégrale discrète, et les polynômes de Hilbert vont se retrouver comme en quelque sorte une base antéduale d'une base de forme linéaire obtenue en remplaçant la dérivée ici par la dérivée discrète en 0, ça nous permet d'avoir ça. Alors après, toujours les polynômes, mais en analyse, ce qu'on appelle la méthode des séquentes, où c'est une espèce de méthode de Newton. Vous voyez, la méthode de Newton, d'accord, vous voulez les zéros d'une certaine fonction, et ben vous prenez des tangentes, c'est-à-dire que vous approximez la courbe avec la tangente en un point que vous avez choisi, et puis au moins la tangente c'est une droite, hein, donc comme c'est une droite, c'est plus facile d'en avoir les zéros, évidemment, que la fonction. Et donc vous prenez les zéros de cette droite, ça vous fait un nouveau point, puis vous continuez. Mais là, la méthode des séquentes, au lieu de prendre la tangente, on fait encore plus simple, c'est encore plus élémentaire, plus préhistorique. Nous sommes à l'âge de pierre. Pierre? Présent. Vous prenez, au lieu de prendre la tangente, vous allez prendre deux points, d'accord? Donc une espèce de prétangente. Prenez deux points de la courbe et vous regardez la séquence, c'est-à-dire la droite, qui passe par ces deux points distincts de la courbe. Et ça donne, ça donne une très très jolie formule, donc quelque chose qui va converger vers la solution qu'on a de f de x égale 0, hein, x tel que f de x égale 0, et en plus de ça, de façon, alors pas quadratique, mais disons, le nombre d'or apparaît, hein, donc c'est pas 2, mais c'est pas une convergence quadratique, mais c'est une convergence, donc c'est une convergence d'or, et c'est une méthode en or. Voilà, donc ensuite, la méthode de quadrature de Gauss, c'est pareil, pour calculer des intégrales de polynômes en fonction d'évaluation. Donc en fait, calculer une intégrale reviendrait à évaluer, et en faisant une combinaison linéaire d'évaluation. Donc ça c'est très joli, mais évaluer en quoi? Eh bien, il y a des espèces de points névralgiques de la courbe sur lesquels on peut évaluer et obtenir une bonne idée de l'intégrale. Donc voilà, en gros pour les polynômes.
Mais maintenant, vous voyez, toutes ces méthodes qui utilisent la dualité, hein, bon, j'ai pas trop insisté sur pourquoi ces méthodes-là, ici, méthode de séquente et méthode de quadrature, utiliser la dualité, mais on voit qu'ici, il y a à chaque fois des évaluations, et donc des évaluations, c'est des formes linéaires, à chaque fois, on prend des bases antiduales, mais ces méthodes, ce que je voulais dire, c'est que ces méthodes polynomiales se transforment en méthodes plus générales sur des courbes régulières, qui ont une certaine régularité. Donc ça sort de la polynomialité. Hein. Le polynôme peut être vu comme ce qu'on appelle un toy model de l'analyse plus générale des courbes. Et comment dire, ici on a dans les polynômes, ce qui est bien, c'est qu'on a des égalités. Par exemple, la formule de Taylor, c'est une vraie égalité entre les polynômes. Les polynômes interpolateurs de Lagrange aussi, vous avez des formules, des égalités, des exactitudes. Et dans l'analyse, quand on décourbe, on va devoir remplacer ces égalités par des approximations, c'est-à-dire mettre en gros des epsilon dans la machine. Voilà. Donc voilà pour les polynômes. Ensuite, pour la théorie des espaces vectoriels, c'est intéressant de voir que la dualité nous apporte une bijection entre les familles libres à m éléments dans un espace vectoriel de dimension n et les familles génératrices à n éléments, cette fois-ci c'est n, dans un espace de dimension m. Alors l'histoire, pour pas que je parle de l'ensemble vide, j'aurais l'air bête, je vais supposer que m est inférieur ou égal à n. Voilà. Et effectivement, il y a une bijection. Donc vous voyez que la dualité a donné, comment dire, une bijection entre certaines applications linéaires injectives et des applications linéaires surjectives. On se doute que ici, on a une bijection entre familles libres, c'est lié aux applications linéaires injectives évidemment, et familles génératrices, c'est lié aux applications linéaires surjectives. Et vous voyez qu'il y a eu l'inversion mn et nm, c'est normal parce que vous avez la transposée. On peut aussi le voir avec des transposées de matrices, hein, où on va avoir une famille libre comme matrice en colonne, et qu'en ligne, on va avoir ici une famille génératrice. Ça, c'est parce que la transposée conserve le rang. D'accord ? Donc, vous pouvez essayer de le faire facilement avec des histoires de matrices. Ensuite, justement, tant qu'on est dans les matrices, on regarde les matrices Mn de K, donc c'est des matrices carrées. Et là, il y a une forme linéaire qui est particulièrement intéressante, parce que Mn de K n'est pas qu'un espace vectoriel, c'est aussi une K-algèbre, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication avec certaines compatibilités. Il faut une forme linéaire qui soit capable de prendre en considération cette multiplication, ajoutée à la structure. Et ça, ce sera la forme trace. Et la forme trace va être vraiment, dans le monde des matrices carrées, une forme de première importance. Et grâce à la forme trace, on peut montrer deux résultats vraiment jolis. Tout hyperplan de Mn de K contient une matrice inversible. En fait, en poussant un petit peu plus loin, on peut avoir une matrice en tout rang, hein, quel que soit le rang admissible entre 0 et n, évidemment. On peut le trouver ça dans n'importe quel hyperplan. L'hyperplan est assez gros pour obtenir tout ça en boutique, il est bien achalandé. Donc, voilà. Et tout hyperplan de Mn de R, maintenant on est dans R, contient une matrice orthogonale, donc de ON de R. Et en fait, ça provient, donc le premier provient du théorème du rang,
d'accord, que deux matrices sont équivalentes si seulement si elles ont même rang, et si elles ont même rang qu'une certaine matrice de forme normale, avec les 1 sur la diagonale, là, comme ça, et l'autre, ça provient de la fameuse décomposition polaire. Voilà. Bon, alors toutes ces choses-là, hein, vous pouvez les trouver dans les carnets de voyage, hein, qui vont s'afficher. Maintenant, réduction. En réduction, est-ce qu'on parle vraiment de dualité? Pas souvent en fait, pas souvent. Mais quand même, la dualité est sous-jacente. D'abord, la réduction parle beaucoup de noyaux. Par exemple, un sous-espace propre, c'est un noyau. Les sous-espaces caractéristiques, ce sont des noyaux. Bon, on peut essayer de rétablir la justice en disant les choses en termes d'image. Et ça, la dualité peut nous aider dans ce monde de la réduction qui a pris parti, en tout cas dans l'enseignement tel qu'on enseigne les choses de la réduction, on les enseigne beaucoup en termes de noyaux. Passons à la topologie. La topologie des normes, hein, sur un espace vectoriel de dimension finie, tout sous-espace vectoriel sur R, hein, en dimension finie, est fermé pour cette topologie que j'appelle la topologie normique. Bon, pas tout le monde l'appelle comme ça, mais voilà. Pourquoi? Parce que toute forme linéaire est continue, et comme on l'a vu, tout sous-espace vectoriel est intersection d'hyperplans. Un hyperplan, c'est le noyau d'une forme linéaire. Donc c'est fermé, puisque toute forme linéaire en dimension finie est continue. Et l'intersection de fermé, c'est fermé. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a de la dualité qui vient se mêler à la topologie. C'est assez intéressant de le voir. Je pense qu'on pourrait s'en dispenser quand même, en faisant avec des suites ou des choses comme ça, mais quand même, c'est intéressant de le voir comme ça, si on aime montrer que fermé, ça revient à être l'image réciproque d'un fermé par une application. Mais là, dans le mode linéaire, c'est une application linéaire, et donc on regarde avec des formes linéaires. Voilà. Mais la chose là où la dualité est vraiment fondamentale, c'est dans tout un pan du cours qui est l'étude des formes quadratiques, parce qu'en fait, une forme quadratique, on se ramène, quand on est en caractéristiques différentes de 2, à une forme polaire, c'est-à-dire une forme bilinéaire symétrique, qui est liée intrinsèquement à la forme quadratique, et même biunivoquement, et une forme polaire, donc une forme bilinéaire symétrique, c'est rien d'autre qu'une certaine application linéaire de E dans E étoile, donc dans le dual. Et donc c'est ça qui va nous fixer la mise en matrice des formes quadratiques, hein, et qui va être le point de départ de la théorie, qui fait qu'on part de quelque chose de degré 2, c'est-à-dire on attaque l'étude de degré 2 à plusieurs variables, et que ce degré 2 homogène, et ce degré 2 nous amène naturellement à quelque chose de linéaire. Donc là, c'est vraiment une idée de génie, hein, qui est fondatrice de la théorie des formes quadratiques en caractéristiques différentes de 2. Voilà. Donc, tout ça, c'est à bien connaître. Ça fait de très très jolis développements à la grecque, internes comme externes, jusque-là. Et ça fait pas forcément, non, ça fait pas des jolis développements, mais c'est une incursion de la dualité dans la théorie. Voilà. Donc là, maintenant, je crois qu'on a terminé sur la dualité.